Los Angeles, 15 janvier 1947. Un terrain vague, un matin froid, une femme qui marche avec sa fille. Et puis, elle voit un corps coupé en deux, vidangé de son sang, le visage est tailladé jusqu'aux oreilles. Cette affaire va devenir l'un des plus grands mystères criminels américains, l'affaire du Dahlia Noir. Et derrière le surnom du Dahlia Noir, une véritable femme, une vie et une mort qui hante encore l'Amérique. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous narrer cet épisode que j'ai écrit et qui a été mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, un grand merci à vous pour être de plus en plus nombreuses et nombreux à nous écouter. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous demander des histoires en nous écrivant des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur YouTube où nous sommes, sur les réseaux sociaux également, Insta, Facebook. Merci à vous pour toutes ces idées de sujets. Et dans la description de l'épisode, vous trouverez un lien vers notre Patreon. Ça nous aide vraiment pour pousser au maximum ce podcast de La Petite Histoire. Pour seulement 3 € par mois, vous pouvez nous donner un petit coup de pouce pour la production des épisodes de La Petite Histoire, mais aussi pour les prochains projets dont on va vous parler. On est sur des projets notamment vidéo. Vous souhaitez également devenir sponsor de ce podcast? N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci à celles et ceux qui sont déjà présents sur le Patreon et aux prochains qui nous rejoindront. Et sans plus attendre, direction les États-Unis avec cet épisode consacré au Dahlia Noir. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Elle s'appelle Elizabeth Short. Mais l'Amérique va retenir un autre nom, le Dahlia Noir. Alors Elizabeth, elle naît le 29 juillet 1924. On est aux États-Unis, dans le Massachusetts. Son père, c'est Cléo Short. Et lui, son job, c'est de construire des mini-golfs. La famille semble jusque-là vivre correctement, mais un beau jour, tout va s'effondrer. Et pour cause, il y a la Grande Dépression qui est passée par là. Alors à cette époque, aux États-Unis, tout est compliqué, vous le savez. Tout le monde perd son job. On ne vit plus à sa faim, le quotidien est rude, et l'avenir est incertain. Un jour, le père d'Elizabeth disparaît. Mais sa voiture est retrouvée, près d'un pont. Alors, logiquement, on pense à un suicide. Le gars, sans doute, n'en pouvait plus, avec des dettes, des créances, un job qui ne fonctionnait plus. Les temps étaient sans doute trop durs pour lui. Alors, il aura préféré mettre fin à sa vie. C'est ce qu'on pense. Ouais, ça tient. C'est logique. Sauf que des années plus tard, on découvre finalement que Cléo est bel et bien vivant. Non, il n'est pas mort. Non, il n'est pas suicidé. L'homme a en fait tout simplement abandonné femme et enfant. Première épreuve pour Elizabeth, sa fille. Et attendez, pour elle, ça ne fait que commencer. Elizabeth souffre de problèmes de santé, des problèmes respiratoires chroniques, de l'asthme. Alors, elle va voir des médecins, beaucoup de médecins, et tous lui disent la même chose. Le Massachusetts, ce n'est pas pour vous. Il faut partir. Il faut quitter cette région et aller vers un climat plus chaud. Alors Elizabeth, elle finit par atterrir en Floride. Là-bas, elle est étudiante, enfin, lycéenne. Mais elle va arrêter rapidement ses études, en seconde, et elle va partir pour Miami Beach. Là-bas, elle trouve un emploi de serveuse. C'est son premier job. Bon, à part ça, la vie d'Elizabeth, elle ressemble à quoi? Eh bien, en un mot, la vie d'Elizabeth, c'est une vie plutôt normale. Ouais, elle a une vie qui ressemble à beaucoup de vies de beaucoup de jeunes femmes de son âge. Comme beaucoup de jeunes femmes de l'époque, Elizabeth aime le cinéma. Et d'ailleurs, elle rêve de devenir un jour une grande star de cinéma. Bah, c'est normal, me direz-vous. Hollywood attire, Hollywood fait rêver, Hollywood promet, Hollywood fascine. Alors Elizabeth, elle va prendre une décision radicale. Elle va quitter la Floride pour aller vivre son rêve de cinéma en Californie. Entre-temps, Elizabeth a repris contact avec un fantôme. Oui, quand je parle de fantôme, je parle du père d'Elizabeth, Cléo. Finalement, il n'était pas mort, il avait refait sa vie, et donc elle va vivre avec lui. Mais les rapports entre les deux sont difficiles. Et cette fois-ci, c'est Elizabeth qui quitte son père, et non l'inverse.
Et elle part trouver de son côté un travail de caissière. Côté amour, ça donne quoi chez Elisabeth ? Elisabeth, elle se met à fréquenter des hommes, des soldats. Et ces rencontres-là se font souvent dans des bars. Tiens, justement, puisqu'on parle de bars, un jour de l'année 1943, Elisabeth est dans un bar de Santa Barbara, sur la côte californienne. Ce soir-là, Elisabeth est en train de boire des coups. Mais ce ne sont pas des choses de son âge. Oui, la loi ne le permet pas en tout cas. Alors Elisabeth est arrêtée. Arrêtée par la police pour consommation illégale d'alcool en raison de son jeune âge. Police qui lui prend ses empreintes digitales. La vie d'Elisabeth, vous l'avez compris, n'est pas une vie facile. Elisabeth vit difficilement. Elle change à cette époque-là de sa vie souvent d'adresse. Elle dort parfois chez des amis. Elisabeth est une femme, tout ce qu'il y a de sympathique, dit-on. Elle aime faire la fête. On dit qu'elle est polie. On dit qu'elle est avenante. On dit qu'elle est souriante. On dit d'elle qu'elle est élégante. Et Elisabeth est une femme qui aime s'habiller en noir, puisqu'on parle d'élégance. Nous sommes le 9 janvier 1947. Elisabeth, ce jour-là, est vue vivante, mais pour la dernière fois. Elisabeth, ce 9 janvier, est en fait au Biltmore Hotel de Los Angeles. Je n'invente rien. Ce sont des témoins, plusieurs témoins, qui l'ont vue, ce jour-là, dans le hall de l'hôtel Biltmore à Los Angeles. Oui, sauf que c'est donc la dernière fois qu'on l'a vue. Et jusqu'au 15 janvier 1947, plus aucune nouvelle d'Elisabeth. Ce matin-là, du 15 janvier 1947, Betty et sa fille font une petite balade à pied. Je ne vous ai pas encore parlé de ces deux personnages, normal, ils n'existaient pas dans l'histoire, jusqu'à présent. Alors Betty et sa fille, elles prennent l'air. Tout va bien, elles discutent en marchant. Mais soudain, elles aperçoivent quelque chose dans un terrain vague, à côté du chemin. On dirait un tas de quelque chose, comme si on avait jeté une grande poupée en pleine nature. Ou plutôt, comme si on avait jeté un mannequin. Vous savez, ces mannequins qu'on trouve dans les commerces et qu'on habille pour vous montrer la mode du moment. Voilà, il s'agirait d'un mannequin. Et de loin, le mannequin paraît cassé. Alors, la mère se rapproche. Mais elle comprend très vite. Elle comprend que ce qu'elle voit n'est pas en bois. Elle comprend que ce truc là-bas n'est pas un mannequin. Et que c'est un corps humain. Tout ce qu'il y a de plus humain. Alors pour vous, pas de surprise, vous n'êtes pas étonné, vous aviez compris qu'il s'agissait du corps d'Elizabeth Short qui était allongé dans l'herbe. Mais imaginez la stupeur de Betty et de sa fille. Devant elles, elles ont un corps coupé en deux, coupé au niveau de la taille. Le corps a été parfaitement nettoyé. Il n'y a plus de sang, rien. Le corps est sec. Le visage d'Elizabeth a été mutilé. On appelle ça un Glasgow Smile. Ouais. Elisabeth a une incision sur le visage qui part du cou et remonte jusqu'à ses oreilles. Elisabeth, en tout cas ce qu'il en reste, gît sur le dos, nue, les bras au-dessus de la tête et les jambes écartées. Lacérée et découpée au scalpel en de nombreux endroits, y compris sur les seins et au-dessus du pubis. Bon, la scène est horrible. Et les policiers sont donc très vite appelés pour se rendre sur les lieux. Et ils arrivent en trombe. Alors inutile de vous dire que la police a l'habitude de voir des choses pas très jojo. Mais là, tenez-vous bien, même les enquêteurs expérimentés sont choqués par ce qu'ils ont sous les yeux. Alors, comme le corps semble avoir été lavé méthodiquement et qu'il n'y a aucune trace de lutte sur ce lieu de découverte en pleine nature, les enquêteurs pensent immédiatement que la victime a été tuée ailleurs. Première étape, identifier qui est la victime. Et ce n'est pas très compliqué pour les enquêteurs de parvenir à identifier cette victime. Oui, grâce à ces empreintes digitales, des empreintes qui figurent déjà dans leur fichier, puisque rappelez-vous, à Santa Barbara, le bar, l'âge, l'alcool, bref, on avait déjà ces empreintes digitales. Et on sait donc désormais que ce cadavre, vidé de son sang, c'est celui d'Elizabeth Short, 22 ans, née à Boston en 1924. L'autopsie est donc pratiquée.
Et elle va révéler qu'Élisabeth a été ligotée, qu'elle a reçu de violents coups, qu'elle a subi des tortures, qu'elle a été attachée, qu'elle a été violée et qu'elle a fini par mourir en se vidant de son sang, donc par hémorragie. Très vite, l'affaire prend de l'ampleur. Elle prend de l'ampleur parce que les journaux se déchaînent. Tout le monde en parle et tout le monde veut avoir l'info en plus. Les journalistes inventent même de temps en temps des détails à cette affaire. Pas grave, on ajoute des éléments. Même si c'est pas vrai, ça fera toujours vendre. Alors, on exagère certains aspects de la vie d'Élisabeth. On revient sur son passé. On raconte qu'elle se prostituait. On raconte qu'elle avait des fréquentations pas très catholiques. Bref, ce crime est en train de devenir un spectacle médiatique. Des journalistes finissent même par trouver l'adresse de la mère d'Élisabeth, Phoebe Short. Alors ils l'appellent. Ils appellent cette maman pour obtenir des détails sur la vie privée de sa fille. Et on finit par lire, dans certains journaux, qu'Élisabeth est une fille de mauvaise vie, une jeune femme paumée, à la vie sexuelle errante, une prostituée occasionnelle, une idiote, une lesbienne, une briseuse de couple, tout y passe. Pendant ce temps-là, à Los Angeles, les investigations continuent. Et on met sur l'affaire plus de 750 enquêteurs. Et allez savoir pourquoi, ce crime attire tellement que la police va recevoir des centaines de faux aveux. Au final, plus de 150 suspects vont donc être étudiés, mais aucun ne semble réellement coller. Alors on va dire que parmi les suspects, seulement 7 seront identifiés comme des suspects potentiels. Mais malheureusement, ce sont des suspects avec des alibis en béton. Il y a un nom qui va revenir souvent au fil des années. Et ce nom-là, c'est celui de George Hodel. George Hodel, c'est un médecin de Los Angeles. Un homme décrit par certains comme froid, mais intelligent et mégalo. Alors pourquoi est-ce qu'on va soupçonner ce George Hodel ? Eh bien parce qu'il avait déjà été suspecté d'un autre meurtre, le meurtre de sa secrétaire. Et puis, parce qu'en 1949, il a été accusé de viol par sa propre fille Tamar. Mais il y a eu un procès dont il est sorti indemne. Un procès qui a donc attiré l'attention quand même des enquêteurs, et c'est pour ça qu'ils vont en faire leur suspect numéro 1. Mais ça ne bouge pas plus avec ce George Hodel. Jusqu'en 2004, le temps a passé. Nous sommes 4 ans après le décès de George Hodel. Et c'est son fils, Steve Hodel, qui va parler. Steve, il est devenu entre-temps détective. Et c'est lui qui va accuser son père d'être le meurtrier d'Elizabeth Short. Pour lui, tout concorde. Des compétences en chirurgie nécessaires pour couper un corps, des photographies retrouvées dans un carton, et Steve Hodel va décrire son père comme un misogyne et un sadique. Bon, trop tard quoi qu'il en soit, l'homme est déjà mort. Impossible donc de lui faire avouer. Et quant à Elizabeth Short, elle a cessé peu à peu d'être une personne pour ne devenir qu'une image ou une légende, la légende du Dahlia noir. Voilà les amis pour cette petite histoire. Alors selon vous, le meurtrier du Dahlia noir, est-ce qu'il était connu par les services secrets ou est-ce que c'était quelqu'un de puissant que Los Angeles n'a jamais voulu faire tomber ? Dites-le nous en commentaire, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur YouTube, sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire, ou bien encore sur Patreon. Je vous rappelle qu'on vous attend pour 3 € par mois sur Patreon, histoire de nous soutenir ce podcast de La Petite Histoire. C'est hyper important pour que ce podcast puisse continuer. Et si vous voulez le soutenir encore plus et que vous avez une entreprise, n'hésitez pas à devenir, le temps d'un épisode ou plus encore, le sponsor de La Petite Histoire. Si cet épisode du Dahlia Noir vous a plu, partagez-le, likez-le et abonnez-vous à La Petite Histoire partout. On compte sur vous. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ?
contact@lafabriquaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.